qui permettra à long terme, déjà à court terme, mais également à long terme, de pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. Au niveau de l'enseignement technique et de l'emploi, nous avons plusieurs réformes structurelles que nous avons entreprises, notamment il y a 4 axes. Donc si je prends l'axe 1, qui est l'accès à une formation professionnelle de qualité, à ce niveau, nous parlons d'abord des infrastructures. Parce que pour que nous puissions parler d'enseignement de qualité, il faut d'abord des infrastructures adéquates et fonctionnelles. Donc il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les infrastructures, mais également sur le paiement des bourses d'entretien. Donc ça, c'est une première au niveau d'enseignement technique. C'est la première fois que tous les boursiers de l'enseignement, enfin tous les élèves apprenants de l'enseignement technique reçoivent leur bourse à 100%. Également, nous avons la construction de plusieurs écoles et établissements, ainsi que leurs équipements, l'équipement de ces écoles. Notamment, nous avons l'inauguration. Il y a eu l'inauguration de 2 ERAM, dont celle de Dabola. Ça s'est passé en 2022. Ouais. Et lorsqu'on prend également au niveau d'autres établissements qui ont connu des rénovations, nous avons par exemple le CRPPS de Kipé, nous avons l'ENPT qui ont bénéficié de rénovation. Et aussi, nous avons des chantiers en cours qui sont des chantiers assez vastes pour améliorer les infrastructures. Notamment, nous avons le village numérique qui se trouve à Kipé. Nous avons également l'École nationale d'éducation physique et de sport, l'ENEPS, qui se trouve à Dalaba. Et il y a également le CED de Pita. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est... Et il y a, sans oublier, bien sûr, Mamou, où on a l'ENATEF de Mamou, qui est l'École nationale des techniciens des eaux et forêts. Donc ça, c'est juste pour citer quelques écoles. Il y a également eu l'amélioration des régimes d'internat, où les écoles sont quand même dotées, les apprenants, on met à leur disposition des denrées, parce qu'on ne peut pas être à l'internat et ne pas être pris en charge. Donc c'est une prise en charge totale. Au début, c'était 4 écoles qui étaient concernées, donc les écoles nationales d'élevage et d'agriculture, les ENAE, dans les 4 régions. Et on a rajouté, depuis l'année dernière, l'ENSSK, c'est l'École nationale de santé de Kindia, qui aussi est à régime mixte, où on a l'internat et la possibilité d'être en internat et en externat. Et avec comme impact direct, bien sûr, un environnement beaucoup plus décent pour l'apprentissage des apprenants. Et nous avons l'axe 2, notamment qui concerne la qualité de l'apprentissage et des contenus. Dans cet axe, nous avons mis l'accent sur plusieurs activités, notamment la formation des formateurs, mais également le changement des curricula et l'harmonisation des filières. Parce que lorsqu'on est arrivé, on a trouvé que toutes les écoles, ou la majorité, avaient que ce soit au niveau du secteur privé que du secteur public, nous avons des filières, des programmes qui n'étaient pas du tout adéquats. Donc vous allez par exemple voir dans une école où on parle de électricité industrielle, dans une autre école, en électricité tout simplement, dans une autre école, il y a une autre terminologie. Donc à un moment, on a jugé nécessaire qu'il fallait harmoniser tout ça pour que les gens puissent se retrouver. Parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse s'adapter aux standards en la matière. Ensuite, lorsqu'on change les curricula, ça c'est une première, mais il faudrait s'assurer aussi que la formation des formateurs suit aussi la même lancée. Parce que pour que nous puissions avoir un système d'enseignement technique performant, on ne peut pas le faire sans les encadreurs et les formateurs. Donc nous avons mis un accent particulier, non seulement à recruter, parce qu'il y avait un déficit de formateurs au niveau de l'enseignement technique. Il y a eu à peu près 1023 formateurs qui ont été recrutés et qui ont bénéficié de formation au niveau, en termes de renforcement de capacité sur tout ce qui est pédagogie. Mais aussi, on a envoyé des formateurs à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire, où on a signé un accord de coopération avec le ministère en charge de l'enseignement technique, mais également avec le Maroc, où on a envoyé une vingtaine de formateurs, disons 10 formateurs au niveau du Maroc et une quinzaine de responsables d'établissement au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils ont passé à peu près des séjours entre 1 et 3 mois. Et tout ceci vraiment dans le cadre de renforcement des capacités de ces gens, parce qu'il est important de comprendre que l'enseignement technique, pour nous, nos écoles ne sont pas de simples écoles, ce sont des entreprises. Parce que l'enseignement technique est quand même à 70% de cas pratiques. Et l'objectif d'être dans une école d'enseignement technique, c'est vraiment de s'assurer que lorsqu'on sort de cette école, on puisse avoir un emploi tout de suite à la clé ou bien être auto-entrepreneur. Donc ça, c'est juste pour vous donner, ça c'est en termes d'impact direct. Également, il y a en termes d'apprentissage et d'amélioration, il est important aussi qu'on reste compétitif. Donc, il y a eu depuis 2 ans,
l'organisation des Olympiades des métiers. Il y a eu la première année les Olympiades des métiers sur le plan national. Et cette année, par exemple, on a décidé d'innover où on a fait dans chaque région administrative des Olympiades pour que ça puisse se passer, que ce soit délocalisé, pour mettre aussi en valeur les services déconcentrés et permettre aussi à tous les élèves de pouvoir participer de façon équitable. Okay. On a également introduit depuis l'année dernière, tout à l'heure j'en parlais, lorsqu'on parle de compétitivité, on parle de compétition, il est important aussi de reconnaître le travail bien fait. Donc on a également commencé à revaloriser les personnes qui partent à la retraite en faisant des cérémonies de distinction, également des enveloppes symboliques pour aussi mettre en valeur et reconnaître le travail qu'ils ont accompli pendant toute leur carrière. Donc ça, c'est quand même important. Donc le mérite au niveau des formateurs, mais également le mérite et l'excellence au niveau des apprenants. Vous n'êtes pas censé savoir qu'au niveau du programme Simandou 2040, l'éducation est bien sûr au niveau du deuxième pilier stratégique, mais en plus, il y a un volet spécifique qui s'appelle Simandou Academy. Ouais. Et lorsqu'on parle de Simandou Academy, on parle d'excellence académique. Parce que l'objectif du chef de l'État, bien sûr, c'est de s'assurer que le capital humain est mieux développé et qu'on s'assure que les Guinéens sont en mesure d'être assez compétitifs, non seulement sur le plan local, mais également sur le plan régional. Parce que lorsque le projet qui est en train de se déployer, il ne faudrait pas que les Guinéens soient en marge. Et que tous les métiers qui tournent autour de ces projets, qu'on puisse avoir la main-d'œuvre locale qualifiée d'abord sur place. À ce titre, on a récompensé à peu près 87 lauréats. Et la particularité de cette récompense, notamment, c'est qu'on a une catégorie féminine. Donc, on a quand même mis l'accent sur l'inclusion et le genre. Donc, où il y a beaucoup de filles qui ont été récompensées, surtout celles qui osent aller dans les métiers techniques, parce que là aussi, il y a une grande disparité entre les garçons et les jeunes filles au niveau de l'enseignement technique. Mais également, on a tenu, et là, on a célébré il n'y a pas longtemps avec la ministre en charge de la fonction féminine, le mois de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Et nous, on avait déjà anticipé, où on a intégré quand même dans les distinctions les personnes vivant avec un handicap, parce qu'il est quand même important de les encourager et de pouvoir magnifier leur réussite sur le plan national. Okay. Et on a, entre autres, on a plusieurs conventions que nous avons eu à signer avec les partenaires. Mais aussi un élément très important qui est important, nous avons essayé de collaborer avec tous les départements sectoriels en fonction de la spécificité de nos écoles, notamment si je prends les écoles de santé. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour l'inspection et le contrôle des écoles de santé, des écoles de santé communautaire, mais également le secteur privé. Okay. Parce qu'il y a quand même, il faut mettre un peu d'ordre au niveau de l'enseignement technique. Ouais. Et il est important que la main-d'œuvre puisse être non seulement qualifiée, mais qu'on s'assure que les normes et standards sont respectés en la matière. Okay. Donc, avec bien sûr comme impact le développement de l'apprentissage dans un environnement assez sain et également l'amélioration de la compétitivité de nos apprenants. Donc, nous avons également un troisième axe qui est la gouvernance et le pilotage du système d'enseignement technique. Donc, à ce niveau, il y a les réformes juridiques profondes que nous avons entamées. Notamment, nous avons l'élaboration de la politique nationale de l'emploi. Donc, ça, c'est côté emploi. Et on a également la valorisation des textes, la validation des textes réglementaires de la Direction nationale de l'apprentissage du poste primaire et secondaire. Donc, ça, c'est les CRTPS. Donc là, il faut comprendre qu'à ce niveau, c'est la première fois qu'on arrive à avoir des textes réglementaires pour pouvoir piloter correctement ces écoles-là. Et juste à titre de rappel, peut-être c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Nous, l'enseignement technique, nous avons 3 niveaux. Donc, on a le post-primaire, on a les BT et les BTS. Et également, on a les BT et les BTS et aussi on a les CAP. Et lorsque vous voyez, le niveau primaire, c'est surtout ceux qui sont en abandon scolaire qu'on essaie de récupérer ou ceux qui ont arrêté le niveau primaire. Donc, et en général, à la clé, ils ont des certificats. Donc, en général, c'est des cours de 9 mois, maximum 12 mois. Donc, et on leur délivre des certificats d'apprentissage. Par contre, le BTS et le BT ou le CAP, le CAP, en général, c'est des diplômes où il faut avoir soit le brevet pour pouvoir accéder à nos centres de formation, mais également le niveau bac. Et ça, c'est notre réforme majeure que nous avons intégrée. Aujourd'hui, au niveau de nos écoles, si vous n'avez pas le niveau requis, vous ne pouvez pas accéder à l'école d'enseignement technique.
dans la filière non adaptée. Pourquoi? Parce qu'on a eu des rencontres avec le secteur privé qui se plaignait de la qualité de formation au niveau de nos apprenants. Donc, si on veut rester compétitif, on doit quand même pouvoir rester à l'écoute du secteur privé. Et c'est pour ça que depuis l'année dernière, depuis 2 ans, on essaie quand même de resserrer et de nous assurer du respect des critères d'éligibilité en fonction des niveaux. Donc, si on n'a pas le bac, on ne peut pas faire un BTS, on peut faire un BT. Si on n'a pas le brevet, on ne peut pas faire un CAP. Ça, c'est juste pour donner à titre d'exemple. On a également eu ça, c'est quand même une réforme majeure qu'il est important de signaler, c'est la révision des cahiers de charges des écoles privées. Donc, pour qu'on puisse délivrer un agrément, il y avait des textes qui existaient, bien sûr, pour réglementer le secteur, mais ces textes n'étaient pas spécifiques et n'étaient pas uniformisés. Donc, quelque part, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'écoles qui fonctionnaient, qui n'avaient pas d'agrément adéquat ou qui ouvrent dans des filières non appropriées. Donc, on a essayé de mettre un terme à ça par des contrôles et on a tenu un atelier de validation de ces textes réglementaires. Et aujourd'hui, un arrêté a été, bien sûr, signé dans ce sens-là. Mais c'est juste pour vous expliquer aussi que ça a été un processus assez inclusif pour que chacun puisse y trouver son compte. La mise à disposition de moyens logistiques au niveau de nos formateurs et également de nos encadreurs. Donc, on a mis à disposition des motos pour les maîtres de stage, mais également, nous avons mis à disposition des pick-up pour les inspecteurs régionaux. Donc, chaque région administrative a bien pu bénéficier d'une pick-up pour faciliter la mobilité, mais aussi s'assurer du contrôle que nous attendons en matière de qualité sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est quand même important de signaler qu'on a quand même également d'autres points qui ont un impact assez important, c'est notamment la digitalisation. La digitalisation du secteur aujourd'hui au niveau d'enseignement technique, tout le système est intégré. Donc nous avons une plateforme qui s'appelle Parcours Pro et Parcours Pro a plusieurs modules. Nous avons d'abord le module d'inscription et d'enregistrement, mais également le suivi du paiement des bourses. Donc, quand je parle d'inscription, c'est l'inscription des apprenants. Il y a également leur suivi académique, donc et aussi le paiement de leur bourse. Comme la bourse a été attribuée, comme je l'ai dit tout tantôt, il y a 100% de bourse qui a été attribuée à tous les apprenants de l'enseignement technique. Il faut quand même un suivi pour s'assurer que l'argent va à la bonne personne. Donc, tout le processus a été digitalisé. Au début, c'était manuel, c'est-à-dire on payait les gens au guichet. Ensuite, on a commencé à faire des virements. Donc aujourd'hui, on fait des virements sur le compte téléphonique, donc en fonction de ce que les enfants disposent. Ont-ils des cartes en ce moment, des cartes d'étudiants? Non, c'est pas des cartes. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de retirer sur leur téléphone ou bien de se rendre dans des stations où ils peuvent faire un retrait directement à ce niveau-là. Ça nous permet de faciliter le contrôle pour le retrait de ces bourses-là. Également, nous avons au niveau de Parcours Pro la plateforme InserJeune. La plateforme InserJeune, c'est beaucoup plus pour la partie insertion des apprenants lorsqu'ils sont à la recherche de stage ou bien quand ils sont à la recherche de leur premier emploi. Donc, c'est une interface qui permet de mettre le secteur privé et nos écoles en connexion. Les connecter, en fait. Donc, c'est une interface, en fait, entre le secteur privé et nos écoles et nos établissements. Mais également, ça facilite, en fait, la recherche d'emploi. Et aussi, ça permet aussi aux partenaires de mieux apprécier en fait les évolutions, mais également les profils des uns et des autres. Et l'autre aspect aussi, comme je parlais tantôt, nous avons l'aspect des agréments. Aujourd'hui, on a le cahier de charge, bien sûr, qui est mis à disposition, mais tout le processus va désormais se passer en ligne. Donc, on a le module des agréments pour toute demande d'agrément aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr vous connecter en ligne et chercher à faire votre demande d'agrément en ligne sans difficulté. Et cette plateforme aujourd'hui, elle est aujourd'hui opérationnelle, mais on attendait en fait la validation du cahier de charge pour qu'elle puisse être utilisée et mise à disposition des personnes concernées, donc notamment le secteur privé. Aussi, nous avons, lorsqu'on parle on va un peu parler de l'emploi parce qu'il n'y a pas seulement que la formation technique et la formation professionnelle. Donc, il y a aussi l'aspect emploi, parce que je suis quand même la mise en charge de l'emploi. Et à ce niveau, nous avons plusieurs dispositifs que nous avons pu mettre en place pour améliorer l'emploi dans le secteur formel comme dans le secteur informel. Au niveau du secteur informel spécifiquement, nous avons des EP en charge de la formation. Notamment, nous avons l'ONFPP qui facilite en fait la formation du secteur informel et formel. Nous avons l'AGIP
aussi qui est là pour, qui est l'Agence guinéenne de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même important. Je l'ai signalé tantôt, soit on est demandeur d'emploi, soit on est entrepreneur. Ça facilite quand même une meilleure insertion socio-professionnelle. Donc à ce niveau, on a eu, en termes de statistiques, on a plus de 4000 travailleurs qui ont été profilés en 2025 pour les préparer aux opportunités d'emploi. On a eu 3000 jeunes demandeurs d'emploi qui ont été formés. Il y a eu la formation de 25 conseillers sur 31 en entrepreneuriat, donc la formation poursuit son cours, bien sûr. Et sur les 1454 demandeurs d'emploi à la Maison de l'Emploi, nous avons eu 234 stages probatoires. Et en termes de formation du secteur formel, notamment les entreprises, on a quand même pu déployer, ça c'est avec le CNPG et l'ONFP, concomitamment, 632 modules de formation continue au profit de 220 entreprises qui touchent à peu près 8899 employés entre 2021 et 2025. Donc ça, c'est pour vous dire vraiment, ça c'est vraiment avoir des chiffres assez précis pour mesurer l'impact en fait de la politique d'emploi que nous avons bien sûr, que nous sommes en train de dérouler au niveau du ministère en charge de l'emploi. D'accord. Madame la ministre, nous allons revenir sur les autres volets tout à l'heure lorsqu'on va entamer le débat et nous revenons sur la rubrique 2 de cette émission. C'est bien le débat, une phase que nous journalistes aimons beaucoup. Donc j'ai avec moi mon confrère Ousmane Telli qui va poser la première question. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour cette intervention brillante. Surtout, il faut le rappeler avec des chiffres et des précisions. Aujourd'hui, l'enseignement technique est souvent perçu comme une orientation par défaut ou une école de seconde chance. C'est comme ça, on aimait le dire. Vous pensez qu'avec ces réformes que vous avez engagées, les résultats obtenus aujourd'hui, que vous avez mesurés pour savoir sur le terrain et évaluer vos performances, comprendre réellement, est-ce que cette perception a changé au niveau des jeunes et des parents d'élèves? Déjà, la perception commence par nous-mêmes. Il faudrait qu'on arrête l'appellation de l'école de la deuxième chance. Pour moi, je le dis à qui veut l'entendre, l'enseignement technique est un secteur stratégique. Et pour moi, ce n'est pas l'école de la deuxième chance, c'est un choix. Donc, ça reste un premier choix. L'enseignement technique, c'est pour ceux qui veulent tout de suite être employables, ceux qui veulent faire de l'auto-emploi. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, le principe, c'est d'avoir d'abord des cours beaucoup plus de pratique que de théorie. Et les petits métiers que les gens négligent, quand on regarde dans la pyramide des emplois, il y a combien de gens qui ont le degré PhD, doctorat? Il y a combien de franges de la population qui ont un master? Il y a combien de franges de la population qui ont un BTS, et etc. L'enseignement technique, aujourd'hui, les métiers comme la plomberie, la menuiserie, la chaudronnerie, sont des métiers stratégiques qui ne vont pas disparaître. Contrairement à d'autres métiers qui vont disparaître avec l'apparition, avec l'évolution technologique. Donc, il est quand même important de comprendre que c'est pas parce qu'on a choisi de faire des études courtes on doit se dire que ce qu'on fait comme étude n'a pas de valeur. Au contraire. Lorsqu'on prend le projet Simandou, la majorité des gens, des travailleurs sur ce projet, ce sont des gens qui sont censés être issus de l'enseignement technique. Surtout des ouvriers au niveau de la phase de construction. Parce qu'on veut des ouvriers qualifiés. Ouais. Donc, qui dit ouvrier qualifié parle d'enseignement technique. Donc, que ce soit au niveau de la pose des rails, que ce soit au niveau des BTP, même les bâtiments. Aujourd'hui, regardez qu'on a créé toutes les infrastructures et les projets qu'on est en train de mettre en place. C'est quand même avec des gens qui sont soit passés par l'enseignement technique, ou bien, même s'ils ne sont pas passés par l'enseignement technique, il est important de renforcer leur capacité, comme je disais tout à l'heure, avec des certifications, et pour que, in fine, on puisse s'assurer que nos infrastructures répondent à une certaine norme et à une certaine qualité, comme ce se passe dans les autres pays. Donc, pour moi, l'enseignement technique reste un enseignement de premier choix, et ce n'est pas la perception que les gens ont avec toutes les réformes que nous avons engagées, la formation des formateurs, les équipements de nos écoles, la construction, la rénovation de nos écoles. On allait au point où, dans nos écoles aujourd'hui, on a mis l'accent sur la salubrité. Okay. D'ailleurs, même bientôt, on va finaliser en fait la compétition nationale que nous avons lancée pour l'amélioration des infrastructures et l'assainissement de nos écoles. Donc, qui a pris fin la semaine dernière. Les résultats seront bientôt proclamés. Et tout ça, c'est pour pouvoir nous assurer des conditions dans lesquelles nos apprenants sont en train d'évoluer et leur donner plaisir et rendre le secteur beaucoup plus attractif. Parce que quand un secteur n'est pas attractif, forcément, les gens ont l'impression que c'est une poubelle. Sauf que non, pour moi, ce n'est pas une poubelle. Quand vous prenez les pays comme l'Allemagne, ils sont développés autour
du système d'enseignement technique. Oui. Donc, il est important que nous puissions faire la même chose et je pense bien qu'on est dans cette lancée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau de l'enseignement technique, nous avons des conseils d'établissement où le secteur privé doit faire partie intégrante de la formation de nos apprenants. Si on veut orienter le cursus de formation, si on veut insérer les jeunes, il faudrait que le secteur privé puisse s'impliquer davantage dans la mise en place des curricula qui puissent faciliter l'insertion des jeunes au niveau pour les stages, qui puissent faciliter l'alternance et j'en passe. Donc pour moi, c'est vraiment un secteur transversal, mais également qui doit se construire avec le secteur privé et avec tout le monde pour qu'on puisse changer et rendre plus attractif ce secteur pour le bénéfice de l'économie guinéenne. Oui, une deuxième question, c'est l'insertion des jeunes aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez évoqué le secteur privé presque tout au long de l'émission. Nous savons que vous formez, vous participez à rehausser le niveau de l'enseignement technique et puis vous déversez vos étudiants sur le marché de l'emploi. Le secteur privé va les récupérer. Aujourd'hui, au niveau de l'insertion de ces jeunes sur le marché de l'emploi, est-ce que vous avez un mécanisme de suivi? Parce qu'après la formation, il y a l'insertion. Et puis, il y a un suivi derrière pour savoir réellement est-ce que vos étudiants évoluent dans les secteurs respectifs où ils ont étudié dans vos centres de formation. Bon, déjà, j'aimerais vous informer qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle de l'emploi, la maison de l'emploi et de l'entrepreneuriat, qui est co-gérée par l'ONFP et la GIP. Et cette maison a pour rôle principal, justement, de faciliter l'insertion de nos jeunes apprenants, mais également ceux même qui ne sont pas passés par nos écoles et qui sont à la recherche d'emploi. Et donc, pour tout ce qui est conseil, orientation, si vous voulez faire si vous voulez être employé, comment faire votre CV, comment préparer une interview, vous vous orientez vers cette maison de l'emploi qui dispose d'antennes régionales, parce que là aussi c'est important de préciser. La Guinée ne s'arrête pas à Conakry, pour vous aider en fait à trouver votre premier emploi ou à faciliter un stage. Et donc tout à l'heure j'ai donné les chiffres d'insertion. On a 234 stages qui ont pu être trouvés cette année, en 2025. Aussi, nous avons au niveau je parlais tout à l'heure de la plateforme InserJeune, qui a permis d'accompagner plus de 2000 apprenants depuis. Et ça, c'est quand même une plateforme qui permet le suivi de nos apprenants. Donc, s'assurer que est-ce qu'ils ont pu être insérés, oui ou non, qu'est-ce qui s'est passé. Et on a même aujourd'hui une base de données où on a les numéros de nos diplômés. Parfois, c'est pas évident parce qu'ils changent de numéro. Il y en a, c'est le numéro de leurs parents. Lorsqu'on a le secteur privé nous fait appel pour avoir, en fait, pour des profils, exactement, merci beaucoup. Tout de suite, on va dans cette base de données qui est aujourd'hui disponible, notamment soit sur la plateforme InserJeune, soit au niveau de la maison de l'emploi et de l'entrepreneuriat, pour mettre à disposition les divers profils demandés. Mieux, peut-être c'est quelque chose dont peut-être que j'ai omis, c'est pour la première fois, nous avons depuis cette année commencé à publier des bulletins trimestriels pour avoir les chiffres et les données sur le secteur de l'emploi. Donc on a déjà eu le premier bulletin, les 2 premiers trimestres de l'année qui aujourd'hui sont à disposition et vous pouvez visiter le site de la GIP pour avoir ces statistiques, des statistiques beaucoup plus précises. Madame la ministre, vous avez évoqué beaucoup de réformes, mais la réforme majeure d'abord, c'est le fait d'accorder des bourses d'entretien aux étudiants pour inciter beaucoup plus de jeunes à aller vers l'enseignement professionnel. Mais est-ce qu'au retour, Telly évoquait un peu un des volets, est-ce qu'au retour, vous avez un taux aujourd'hui qui atteste que les sortants de vos écoles et de vos centres de formation professionnelle sont employés ou sont employables? Attention, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas parce qu'on a accordé des bourses d'entretien que les gens vont rester dans nos écoles ou que les gens vont avoir de l'emploi. Les bourses d'entretien ça incite les gens à venir vers les écoles. Pas du tout. Les bourses d'entretien sont là pour appuyer les apprenants à venir à l'école pour des problèmes de transport parce qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens. C'est pour avoir un certain équilibre. C'est un peu comme au niveau d'enseignement supérieur, il y a les pécules, exactement. Les pécules, c'est pas ça qui attire les gens vers l'université. Les gens viennent d'abord pour chercher une formation. Donc nous, on a mis l'accent, sur la qualité de la formation, donc la révision des curricula, des filières, mais également la formation des formateurs, l'équipement de nos écoles et l'amélioration des infrastructures. C'est ça qui rend l'enseignement technique attractif. C'est ça qui permet de nous assurer que la qualité de l'enseignement est améliorée de l'apprentissage. Donc, quand j'ai l'apprentissage, les CAPPR, ceux qui font la couture, etc. Ensuite, on s'assure de leur suivi
Donc, en passant par l'AGIP et les autres moyens à disposition, disons les autres EPA qui sont à disposition, pour faire des formations de mise à niveau si nécessaire, pour faciliter leur insertion à travers les plateformes dont j'ai parlé tout à l'heure, comme Insert Jeune, pour vous assurer qu'ils sont effectivement, ils bénéficient effectivement soit d'un emploi, soit d'un stage, ou même qu'ils puissent s'orienter vers l'entrepreneuriat. Et ça, c'est quelque chose peut-être que je n'ai pas signifié. On est en train de travailler avec les partenaires techniques pour intégrer au niveau de l'enseignement technique, dans le programme de l'enseignement technique, l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on ne veut pas que des employés. Nous voulons aussi des gens qui peuvent créer de l'emploi. Et c'est seulement à cette condition-là que nous pouvons nous assurer quand même qu'il y a quand même l'économie nationale est boostée. Et ça, l'entrepreneuriat ne doit pas s'apprendre après le cursus, mais pendant le cursus, comme dans le système anglo-saxon. Et ça, nous en avons conscience. Donc, nous sommes en train d'améliorer réellement des réformes profondes pour nous assurer de la continuité de service, mais également d'avoir des apprenants compétitifs, à l'instar des pays de la sous-région. Madame la ministre, parmi toutes ces initiatives ou tous ces projets avec ces résultats concrets aujourd'hui, parce qu'il faut se promener un peu en Guinée pour comprendre, les écoles professionnelles quand même sont dotées des équipements des dernières générations. Vous, particulièrement, parmi tous ces projets ou toutes ces initiatives ici, vous êtes fier de quelle initiative qui a marqué réellement ici les jeunes ou qui a eu un impact réel sur les jeunes? Vous vous dites, moi, Aminata Kaba, je suis fier de cette initiative que nous avons menée au département depuis ces 4 ans ici parce que ça a un impact sur la vie des jeunes Guinéens. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Vous savez, il est quand même important de comprendre qu'il y a des acquis qui ont été mis en place par mon prédécesseur que j'ai renforcés, notamment la plateforme Parcours Pro. Ça, c'est quand même une innovation au niveau de l'enseignement technique qui a permis non seulement, je l'ai dit tantôt, de faciliter le suivi des apprenants et également favoriser la traçabilité des paiements de bourse pour qu'on s'assure que chacun reçoit sa bourse. Donc ça, déjà, c'est pour moi, et on a amélioré ces modules-là, la plateforme, et on a amélioré les modules, notamment le module d'agrément, le module Insert Jeune, qui est quand même, comme je le disais, c'est un système intégré qui facilite en fait le suivi de nos écoles et de nos établissements et nous assurer également de leur inscription à leur sortie jusqu'à leur insertion professionnelle. Et là, on est en train également, dans la même lancée, de développer un nouveau module qui s'appelle e-learning et qui permet là aussi le suivi pédagogique et personnalisé des apprenants. Et avec des modules accessibles en ligne, donc pour la préparation des cours. Donc ça, ce sont quand même des choses pour moi qui ont assez d'impact. L'autre fierté que j'ai, c'est pour la première fois, nous avons fait l'acquisition de plus de 6000 manuels de référence. Et ça, c'est la première fois que l'enseignement technique dispose de guides d'apprentissage qui permet aux professeurs, enfin, aux formateurs de s'inspirer pour pouvoir préparer leurs cours. Donc, des fiches techniques, des grilles d'évaluation, des exemples concrets en situation de réel, tout ça, c'est dans les guides. Donc, soit des guides en électricité, des guides en topographie, des guides en maçonnerie, plomberie, alignés sur les standards internationaux, parce que on a fait un partenariat avec le CEMEC du Québec, qui est une référence en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle, pour mettre à disposition ces manuels. Donc, on a les manuels physiques aujourd'hui qu'on a au niveau de nos établissements, mais également on a la possibilité d'avoir accès en ligne. Donc, d'avoir accès à la plateforme en ligne. Aussi, une autre fierté, c'est aujourd'hui, nous avons au niveau de nos ENI, nos écoles nationales d'instituteurs, on a fait l'acquisition de plus de 19 000 manuels et équipements didactiques. Et sans oublier, on a mis à disposition aussi des kits ludiques pour le préscolaire. Parce que, pour ceux qui l'ignorent, nous, au niveau de l'enseignement technique et de formation professionnelle, nous sommes en charge de former les instituteurs pour le primaire, mais également pour la maternelle. Et pour ça, il faut mettre quand même un accent sur la qualité de la formation des formateurs. Et pour moi, ça, c'est une fierté. Depuis ma prise de fonction, nous continuons à mettre l'accent sur la formation des formateurs. Mon prédécesseur aussi l'avait fait, où on avait amené au niveau de l'ISEG beaucoup on a permis à ces gens d'avoir des diplômes de master pour pouvoir être des gestionnaires d'établissements, par exemple. On a, comme j'ai dit tantôt, on a envoyé des gens en formation pour des renforcements de capacités parce que le monde évolue. L'éducation évolue. Pour être compétitif, on doit s'assurer que de façon continue, on assure une certaine formation de nos formateurs. Donc pour moi, ça, ce sont des réformes majeures dont je suis particulièrement fière. La distinction des lauréats,
C'est la première fois qu'au niveau de l'enseignement technique, qu'on distingue qui que ce soit. D'habitude, c'est l'enseignement préuniversitaire, l'enseignement supérieur. Parce qu'on est toujours les orphelins du système. Aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État, cela a changé. Lui, déjà, vous savez bien, depuis le début de sa responsabilité, il a vendu les véhicules qui étaient au niveau du garage du gouvernement, tout ce qui était pick-up, 4x4, etc., V8. Oui. Et c'est cet argent qui a permis de rénover les centres de formation technique et professionnelle pour changer les équipements et également, et ça c'est juste pour donner quelques exemples. Donc dans cette continuité, il est important aussi de mettre l'accent sur la formation des formateurs et la dotation de nos écoles en équipement de dernière technologie, mais également de nous assurer que nos apprenants sont dans les meilleures conditions d'hygiène, de santé, de sécurité. Comme je l'ai dit, il y a une compétition aussi. C'est une nouveauté. Les Olympiades des métiers, la compétition nationale d'assainissement, ce sont des innovations qui rendent le secteur beaucoup plus attractif, qui valorisent nos apprenants, parce que ça leur permet quand même de pratiquer sur le terrain. Donc pour moi, ce sont des innovations majeures qu'il est important de pouvoir mettre en valeur. Il y a un point aussi dont je suis particulièrement fière, que j'ai failli oublier, c'est la mise à disposition des kits individuels d'apprentissage, les KIA. Donc pour la première fois aussi, on a mis à disposition l'année dernière plus de 1400 kits individuels d'apprentissage pour tous les secteurs, les différentes filières au niveau de l'enseignement technique. Donc que ce soit des kits pour quelqu'un qui est chaudronnier. Et juste pour expliquer, pour moi, on ne peut pas aller au champ sans sa houe ou sa daba. Aujourd'hui, ces kits individuels d'apprentissage, ce sont les outils qui permettent à nos apprenants d'être beaucoup plus performants, mais également de faciliter les travaux pratiques de groupe, parce que chacun a son kit et ça permet quand même, ça améliore la qualité de l'apprentissage et la facilité d'enseignement par les professeurs, mais également la réceptivité et la performance de nos apprenants sur le terrain. Après les cours, moi, je vais évoquer tout à l'heure le cas des écoles régionales des arts et métiers. Oui. On voit que lorsqu'on fait un peu le tour du pays, on se rend compte que c'est des grands bâtiments, des beaux bâtiments dotés d'équipements, mais parfois, il y a très peu d'étudiants qui sont dans ces écoles. Pourquoi ces écoles ont du mal à drainer des étudiants? Bon, je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Vous savez, un projet, ça se conçoit et ça doit être pensé correctement. Si vous faites un projet qui n'est pas correctement pensé, qui n'est pas un projet intégré, forcément, ça donne ces résultats-là. Quand vous partez dans les autres pays, ce genre d'école n'existe pas s'il n'y a pas le système d'internat. Aujourd'hui, les écoles, les ERAM qui sont à disposition, avec l'aide des partenaires techniques, la BID, la Banque islamique de développement notamment, a été mise en place, ont été construits sans penser ni au dortoir, ni même aux cantines parfois. Et donc, quand c'est comme ça, on dit une école régionale. Ça veut dire que c'est dans une région bien précise, c'est pour toutes les préfectures environnantes. Mais si les gens viennent dans une région, dans une préfecture bien précise, et qu'ils n'ont pas forcément des facilités d'hébergement, ça va décourager. Et il faut rappeler que ces écoles régionales sont un peu loin de la ville. Exactement. Sont très par exemple, si je prends l'école régionale des arts et métiers de Sigiri, il a 15 km du centre-ville. Donc complètement à l'extrême. Donc ça, en termes de déplacement, de transport du centre-ville pour venir, c'est un défi. Pour ceux qui ne sont pas natifs de la ville, c'est un défi. Et autre chose, vous avez des écoles régionales qui ont été placées dans des régions administratives qui ne sont pas des préfectures, la région administrative elle-même. Si vous regardez, l'AB, les rames de l'AB se trouvent à l'AB. Les rames de Zérékoré se trouvent à Zérékoré. Les rames de Boké est à Boké. On a les rames de Koya et on a l'ENAM de Conakry, qui est l'école nationale des arts et métiers. Donc c'est à cette image-là qu'on a mis en place les écoles régionales. Sauf que vous avez Dabola. Dabola, la région administrative de Farana est plus importante que celle de Dabola, mais l'école a été mise. Pour quelle raison à Dabola? Je ne sais pas. Mais sauf qu'en termes de population, il aurait été beaucoup mieux d'avoir cette école à Farana qu'à Dabola. Parce avoir toute une activité économique qui aurait été beaucoup plus attractive que celle de Dabola. La même chose pour Sigiri. C'est vrai que Sigiri est une zone aurifère, sauf que beaucoup d'enfants ou même de jeunes sont sont au niveau des mines. D'accord? Mais là, qu'est-ce qu'on peut faire, madame, pour rectifier le tir? C'est les dortoirs.
il faut absolument construire des dortoirs. Est-ce qu'il y a des débats avec les partenaires en cours? En ce moment, il y a des réflexions. On a demandé à faire des études pour justement combler ce vide et nous assurer que ces écoles régionales des arts et métiers disposent de dortoirs, filles et garçons, et aussi nous assurer d'inciter le secteur privé à beaucoup plus s'impliquer pour qu'on puisse créer un écosystème économique qui va permettre à rendre les écoles beaucoup plus attractives. Une dernière question à Madame la ministre. Quels sont les défis rencontrés par le département? Mais déjà, les partenaires et le département sont en réunion ou bien en concertation pour résoudre ces problèmes. Peut-être une dernière question, c'est que répondez-vous à ceux qui pensent que malgré ces efforts aujourd'hui, les écoles professionnelles restent invisibles ou restent peu fréquentées par rapport aux universités d'enseignement supérieur? C'est parce que le secteur n'était pas assez attractif. C'est aussi simple que ça. Si les gens pensaient ou continuent à penser que l'école professionnelle, comme vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, au début de vos propos, que c'est l'école de la deuxième chance. Oui, de seconde main. Parce que ça veut dire que quand on n'a pas le choix, aller vers l'enseignement technique. Et c'est ça qu'on veut briser. C'est le stéréotypage qu'on veut absolument supprimer. Et on va essayer peut-être d'améliorer beaucoup plus nos communications. Et je pense qu'on est en train de le faire. Montrer les acquis, montrer le changement qui est en train de se faire. On a fait toutes ces réformes-là justement pour briser ces stéréotypes-là. Mais aussi nous assurer qu'il y a quand même une adéquation entre l'offre d'emploi et la formation. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire beaucoup de réformes à ce niveau. Et là, en perspective, par exemple, nous avons prévu pour la fin de cette année et début de l'année prochaine de mettre à disposition 20 nouveaux programmes de formation adaptés aux besoins réels du marché de l'emploi. Et ça, c'est encore en collaboration avec le SEMES. On a comme invité aujourd'hui Madame Aminata Kaba, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Nous entamons la troisième phase de cette émission, la rubrique à la loupe, parole aux citoyens. La première question de l'auditeur Sidiki Konaté de Kankan. Justement, Sidiki Konaté dit, Madame la ministre, quelles réformes ou modernisations ont été réalisées pour adapter la formation professionnelle aux besoins du marché, notamment en prévision du projet Simandou? Je pense que c'est une question à laquelle j'ai presque répondu, c'est-à-dire notamment, il y a d'abord la formation des formateurs, on a mis un accent quand même dessus, l'analyse des besoins 123 formateurs formés. 1023. 1023 formateurs formés. D'abord, il y a eu 1023 recrutés et il y a également eu 1023 formés en pédagogie, mais également il y a eu des formations pour les chefs d'établissement, pour les encadreurs. Il y a eu à peu près 400 encadreurs qui ont été, où il y a eu des formations spécifiques à l'intention en fonction des différentes filières. Est-ce que parmi ces formations, vous avez pensé un peu, Madame la ministre, à la digitalisation et aux outils de l'IA aujourd'hui, la robotique, tout ça? Ça, c'est dans l'aspect changement du contenu de formation. Ça, c'est pour l'IA. Mais également, il faut pas oublier que nous avons quand même pensé à mettre à disposition des outils numériques. On a un deuxième citoyen, Mouktar de Sanoya Kalogoya. Mouktar dit, vos grands projets comme le village numérique, et à quel niveau d'exécution, et le projet de Dalaba et Pita aussi? D'accord. Concernant le village numérique, il faut comprendre qu'il est en différents lots. Nous avons le lot 1, le lot 2, le lot 3. Donc, en termes de pourcentage, à peu près, si on prend un pourcentage moyen au niveau du lot 1, on a à peu près à 30%. Donc, on a accusé quand même du retard dans la mise en œuvre de ce projet-là. On a le lot 2 qui est à peu près à plus de entre 60 et 70% de réalisation et le lot 3 qui va bientôt démarrer. Donc, c'est en phasage parce qu'il y a les bâtiments administratifs, il y a les dortoirs, il y a la partie petite enfance aussi qui est prévue. Donc, ça, quand même, sont des challenges auxquels nous avons fait face, mais je pense que c'est en bonne voie. Concernant Dalaba et Pita, nous avons le set de Pita, on a un taux moyen de 70% de taux d'exécution. Et avec une projection de 90% d'ici la fin de l'année. Et concernant Dalaba, on a un taux moyen de entre 40 et 50%, parce que là aussi c'est en deux lots. On a deux entrepreneurs différents qui sont en train de travailler sur le terrain, donc on a un taux moyen d'à peu près 45%. Il y a Mamadi Kaba
kilomètre 36 Sanoya Rai. Quelle a été la progression de la digitalisation Parcours Pro, Insert Jeune, dématérialisation des bourses? Bon, je pense que là, j'ai assez... j'ai parlé de long en large de ce projet, mais pour le satisfaire. Même, le satisfaire, je pense que ça a été progressif. On a d'abord mis en place l'outil et ensuite on a commencé vraiment à améliorer le fonctionnement de la plateforme. Donc en partant de l'inscription et la réinscription des apprenants, en insérant la partie e-payment pour le suivi et la traçabilité du paiement digital, le module Insert Jeune pour le suivi de l'insertion des jeunes, donc en mettre en relation le secteur privé avec nos apprenants, et puis aussi d'autres modules que nous allons intégrer, notamment le module de livrance des agréments, mais aussi le module de e-learning qui facilitera en fait le suivi pédagogique et personnalisé de nos apprenants. Donc c'est vraiment quelque chose qui continuera à être mis à jour et à être développé en fonction des besoins. Ok, madame, on a un quatrième citoyen qui a aussi posé des questions. Je pense que c'est la même personne, le même citoyen, Mamadi Kaba, kilomètre 36 Sanoya Rai, qui a une deuxième question pour vous. Oui, quels sont les taux de réussite et d'admission aux examens de sortie 2025, CAP BEP, BT, BTS, ETC? Lui, il est, on dirait, je ne pourrais pas dire, parce que, excusez-moi, je n'ai pas ça en tête, mais je sais qu'en moyenne, cette année, on a eu plus de 80%, si je ne me trompe pas. C'est entre 70, ça a quand même baissé par rapport à l'année dernière. Je pense qu'il y a peut-être, c'est entre 70, plus de 70%. Ça, je sais que sans vouloir me tromper. Voilà, plus de 70%. Madame la ministre, nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous avez, en quelques minutes, ou bien en une minute, des précisions à apporter? J'aimerais d'abord remercier, mon équipe, comme je le disais tantôt, l'équipe qui m'a aidé à atteindre les objectifs, mais également tout le gouvernement, et avec à sa tête le chef du gouvernement, M. Amadou Riba, pour les orientations, mais également la mise en... le fait qu'il nous ait aidé quand même, et le support qu'il nous apporte au quotidien pour la mise en œuvre et l'atteinte de nos objectifs. Et sans oublier, bien sûr, le chef de l'État qui a bien voulu me faire confiance pour me nommer à la tête de ce département, qui est un département assez stratégique, mais où vraiment on peut ressentir l'impact que l'on a sur la population, parce que la majorité de la population, il y a plus de 52% de jeunes. Il est quand même important de comprendre que l'enseignement technique aujourd'hui est un pilier central du système d'enseignement de façon globale. Et lorsqu'on parle de l'emploi, il est important de noter que dans le programme Simandou, l'enseignement technique a une place de choix. Et c'est pour ça d'ailleurs, peut-être je ne l'ai pas précisé, que nous avons procédé à un profilage de plus de 60 000, sur une population de 60 000 travailleurs qualifiés. On a réussi quand même à pouvoir définir un échantillonnage de plus de 4 000 personnes sur lesquelles on peut savoir où les orienter, pouvoir favoriser leur insertion, parce qu'à la fin du projet, il est estimé entre 55 000 et 65 000 personnes démobilisées, et ça c'est de la main-d'œuvre qui doit être redéployée sur d'autres projets d'infrastructure pour faciliter l'insertion de tous et bien sûr l'employabilité des jeunes de notre pays. Madame la ministre, soyez rassurée que ça a été un immense plaisir pour nous de vous recevoir. Plaisir partagé, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. À la prochaine.